Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, clochez, tout ça. Je suis frustré parce que j'ai fait une journée entière quasiment de tournage. J'ai tourné 5 vidéos. Non, 6 parce qu'il y en a une en anglais. Enfin, la même, je dois refaire en anglais. Et il y en a deux. Je suis comme un con. J'avais oublié de mettre mon micro. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ma mère qui m'a appelé en mode Salut, ça va? Blablabla, un truc qu'il fallait qu'on parle. Et en fait, j'ai compris que c'est grâce à elle que les restes des vidéos, je dois pas les retourner et que le son est bon. Parce que j'ai allumé le micro pour lui parler. Donc en fait, c'est ma maman. Ah, c'est marrant. Mais bon, faut que je retourne quand même deux vidéos, dont une qui est un petit peu émotive et tout ça. C'est d'ailleurs sur la famille, donc voilà. Bref, parenthèse terminée. Alors avant de commencer la vidéo, donc on va parler de les maisons d'édition, l'auto-édition et tout ça. Et on va parler aussi des jeunes pousses. Et je veux adresser un message à Lou, qui est la créatrice des jeunes pousses. D'abord, bravo et félicitations à toi pour avoir créé ça. Et pour le Ulule que tu as fait récemment, donc bravo, c'est super. Et ensuite, tu es une vilaine, vilaine, vilaine fille. Et tu sais pourquoi. Voilà, je boude. Bon, plus sérieusement, c'est un troll, c'est une blague, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, calmez-vous. Donc, plus sérieusement, on va commencer par parler de l'édition. Et donc, on va aussi parler des jeunes pousses, parce que j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice que Lou est en train de créer avec son truc, et c'est vachement, vachement bien, et on en parlera plus tard dans la vidéo de ça. Alors, je précise, c'est pas une vidéo tutoriel, c'est pas un guide, et même pour donner mon avis dans l'absolu, c'est pas le cas, c'est pour plus expliquer à quoi ça ressemble exactement le monde de la maison d'édition. Ce qui se trouve devant vous, auteurs, lecteurs, même oui, des auteurs ou d'autres personnes qui sont un petit peu dans le monde des bouquins ou associés, parce que beaucoup en vérité ne savent pas. Même des lecteurs, genre ils lisent un bouquin par semaine, parfois plus, ils savent pas. Genre je leur dis un truc, ils disent ah bon, je savais pas. Ou même des auteurs, des fois, comme j'ai dit, ils ont leur expérience genre dans une petite maison d'édition et tout ça, et le reste ils connaissent pas. Genre, tu sais ce que c'est un diffuseur? Donc voilà, j'ai eu un rappel là-dessus encore une fois sur un salon du livre, ou pas un salon où j'ai été, et j'ai ça pratiquement à tous les salons, même plusieurs fois par jour quand je suis sur un salon. J'explique, ah je fais des vidéos, machin, je parle du monde de la littérature, ce qui se passe, blablabla, et ils sont là en mode, ah bon, oh la vache, enfin, ouh là là, tout ça. Donc je me dis que c'est bien d'expliquer un peu comment ça se passe. Voilà, donc quand il s'agit de bouquins, en gros, vous avez deux options. Bon, il y en a plus que ça, mais grosso merdo, c'est deux options. Vous avez les maisons d'édition, le circuit classique, traditionnel, tout ça, le monde des vrais pros, comme diront certains, à tort ou à raison. Et puis, il y a le circuit auto-édition, où là, c'est chacun pour soi, chacun sa merde, bon courage, et voilà, vous ferez tout seul, avec vos petits bras. Voilà. C'est grossièrement résumé, mais c'est ça. Et donc, on va commencer par parler des maisons d'édition. Quand je dis maison d'édition, je parle d'une vraie, hein. Donc pas les trucs comme Edilivre ou Lise Bleue qui sont des farces, pardon, des arnaques, des blagues, parce que c'est tout ce qu'il faut pas dans une maison d'édition, ces trucs-là. Et je vais expliquer vite fait pourquoi ces deux-là, je les nomme, je les mentionne et tout ça. C'est parce que ce sont des maisons d'édition à compte d'auteur. Ce que ça signifie, c'est que elles vont tout faire à l'envers ou presque. C'est-à-dire qu'une maison d'édition, normalement, elle finance tout. Là, c'est l'auteur qui paye pour voir ses livres. C'est lui qui paye pour imprimer, tout ça, tout ça. Il y a différents services. Genre, ouais, on te vend un pack pro avec correction, machin, vidéo, gna 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 gna. Et là, tu finis par dépenser genre 5000 balles. Non, c'est pas comme ça une maison d'édition. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est une vraie maison d'édition. Une vraie maison d'édition, elle vous financera de A à Z. Et elle fera votre pub. Elle parlera de vos bouquins dans les radios, dans les librairies, dans les journaux papier, dans les associations. Elle vous enverra dans des événements comme des salons, des conventions, des séances de dédicaces. Elle fera tout à votre place. Elle s'occupera de tout. Vous aurez juste à écrire et voilà, à peu près. C'est à peu près tout. C'est le meilleur plan en vrai parce que c'est comme ça que ça doit être quand on y réfléchit. T'écris un bouquin et t'es entouré de 36 professionnels de différentes fonctions, genre marketing, correction, mise en page, dessinateur, gna gna gna. Et voilà, tous ces gens-là se rassemblent pour faire un produit de la meilleure qualité possible et ils tentent de le vendre et de le faire réussir. Et toi, t'es l'auteur. Pas déconnant, non? Là où le bas blesse, c'est le comment. Certaines ne font pas leur travail correctement, peu importe le niveau, et j'ai par exemple mentionné Lise Bleue ou Edilivre, c'est deux bien connus des maisons à compte d'auteur où
l'auteur et le pigeon, en fait, c'est simplement ça. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des maisons qui vont avoir un mauvais imprimeur, donc le papier sera pas bon, genre il se déchirera vite, ou il y aura genre des lettres qui seront sèches, qui n'auront pas été bien imprimées. Le diffuseur fait pas son travail, donc il fait la promo des bouquins en librairie. Les correcteurs qui laissent 20 pages, 20 fautes par page. Et puis il y a plein de règles contraignantes parfois, comme une couverture, bah, il faut qu'il y ait un cadre ou un modèle qui est respecté avec des codes, des couleurs et des machins. Ou alors il faut changer ci ou ça dans le manuscrit parce que selon eux, blablabla. C'est tout un truc en fait. Euh, je parle même pas des maisons qui parfois ne payent pas leurs auteurs parce que ben oui ça existe. Ça existe des maisons comme ça malheureusement où bah, l'auteur ne... Genre après 1 an, 2 ans, 6 mois, j'en sais rien, ben il est pas payé. C'est la triste réalité. Ou alors ceux qui ne font rien pour promouvoir le bouquin, ça aussi c'est un truc assez fréquent. Ou les maisons qui donnent aucun contact ou presque. Genre toi t'es en mode ah j'ai entendu qu'il y avait encore 2-3 fautes dans le bouquin, rien de grave, est-ce que vous pouvez corriger? Ou j'ai entendu que pour tel salon je pourrais avoir un contact, une place, est-ce que vous pouvez rentrer en contact ou téléphoner à Bidule pour... Et la maison elle fait le mort. C'est pas terrible. Et le pire du pire, et ça j'en ai entendu plusieurs, des histoires d'horreur de ce genre-là, et c'est vraiment grave, c'est des maisons où il y a un auteur qui décide d'aller ailleurs, ah, ça arrive, et donc il dit bon bah je voudrais reprendre les droits sur mon bouquin, parce qu'en fait techniquement quand tu signes un contrat dans une maison d'édition, tu vends tes droits, c'est-à-dire que c'est la maison d'édition qui dit voilà ça c'est mon truc, ça le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, c'est à moi. Exemple. Et du coup, l'auteur ne peut pas aller publier ailleurs ou d'aller publier sur d'autres plateformes ou des trucs comme ça. Ça appartient à la maison, tu donnes tes droits quelque part. Et donc quand t'es pas content et tu dis bon bah je veux aller ailleurs, même si t'es content, tu dis bon bah je voudrais aller ailleurs, j'ai une meilleure offre là-bas, c'était super de bosser avec vous, mais bon voilà j'ai d'autres raisons. Et la maison dit ouais mais non, on garde les droits. Sur le contrat on a signé jusque 2046, voilà t'as pas le droit. Fun. Et ça a détruit des fois des auteurs qui passent plusieurs années en espèce dans le néant pour régler cette histoire, et du coup ce qu'ils étaient en train de faire, par exemple si tu fais une saga c'est vraiment horrible, bah ils sont dans le caca, ils sont bloqués, ils peuvent rien faire. Horrible. Mais ça c'est seulement si vous réussissez à entrer dans la maison, parce que oui il faut déjà y arriver, il faut déjà mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte, et c'est pas donné à tout le monde. Les maisons d'édition ont des lignes éditoriales. C'est super important, c'est même capital. Et ils ont aussi une seconde ligne éditoriale. On va en parler un tout petit peu après. La ligne éditoriale, en fait, c'est l'identité de la maison. Donc c'est voilà, nous on fait du policier, nous on fait de la romance, nous on fait des livres érotiques, j'en sais rien. Et donc c'est l'identité. Mais ça peut aller parfois plus loin, ça peut être... Donc, nous on fait de la romance par exemple, mais c'est seulement de la romance homosexuelle, ou gay, LGBT, blablabla. Où on fait des policiers, mais seulement des trucs avec des tueurs en série. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Et du coup, quand on a un bouquin, mettons moi j'écris de la fantasy par exemple, je vais pas aller dans une maison qui fait du polar, ou de l'érotique. Ça y a moyen, mais c'est autre chose. Donc c'est ça la maison d'édition, c'est l'identité, la ligne directrice de comment la maison est gérée. Ensuite vient, comme j'ai dit, la seconde ligne éditoriale. Je vais y arriver. C'est pas facile à dire. Parce qu'au-delà de leur genre et de la façon dont ils font leur truc, voilà, le style littéraire, le sous-genre et blablabla, il y a une deuxième ligne éditoriale en sous-texte en fait, on va dire. Et là c'est parfois un petit peu plus moche, un petit peu compliqué, parce que tu te rends très vite compte qu'il faut que tu analyses en fait comment la maison est gérée. Faut limite faire une enquête en fait. Tu vois, t'es là avec ta loupe, alors ok, ils font comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Parce que des fois tu peux être rejeté alors que t'es totalement dans le truc, tu vois. Genre, c'est comme j'ai dit, une romance avec des trucs homosexuels. Bah voilà, moi j'ai fait une romance, des trucs homosexuels. Il y a même une petite ligne historique, genre en fait c'est un truc avec des Gauloises et machin et bidule. Et j'ai vu que des fois ils parlaient de l'époque victorienne ou durant la Seconde Guerre mondiale, gna gna gna. Donc tu rentres dans les clous. Mais ça marche pas. Ça peut être par exemple le type d'auteur qui veut l'embaucher. Si tu regardes les photos, les tronches et tu dis ah, c'est vrai que je ferai un peu tâche là-dedans, genre ouais c'est machin, c'est bidule, ça, tu sens que tu vas dénoter du reste. Ça peut être aussi la façon dont ils écrivent. Si c'est par exemple très descriptif et toi t'es plus dans la poésie, les émotions et machin, bah, ça va pas. Et ça peut être des fois pour des trucs encore plus moches et plus ouais, pas cool, c'est les maisons d'édition maintenant, comme beaucoup de choses dans le monde moderne, elles deviennent très
politisé. Donc si toi, tu as des opinions différentes ou que ton récit présente des choses qui vont à l'encontre de ce que eux considèrent que c'est super important comme opinion et machin, ça va pas marcher. Et non, je déconne pas. Bon, pour ce dernier, heureusement, c'est plus rare. Mais ouais, vraiment, vaut mieux fouiller un petit peu, être renseigné. Et je dis pas ça, genre, ah, c'est des vilaines maisons d'édition, gna gna. C'est juste, non, ça va vous faire gagner du temps. Parce que si vous envoyez votre manuscrit, mais que assez vite, on peut comprendre ou on peut remarquer que ça va pas matcher, que ça va pas fonctionner, voilà, qu'il y aura pas d'atome crochu, ça va gagner du temps. Des fois, les maisons d'édition, elles mettent 1 an, 2 ans, 3 ans pour répondre à une soumission de manuscrit. Donc, ouais, t'apprendras un truc, c'est clair, mais bon, je me dis que tu peux l'apprendre plus facilement que Orkert en attendant 3 ans pour une réponse. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans leurs critères, tous les critères, même si l'ouvrage y colle totalement à la ligne éditoriale, que tout est bon, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que les maisons d'édition, en fait, elles opèrent selon une logique commerciale, ce qui est normal, me direz-vous, parce que c'est pas une charité, c'est pas, voilà, c'est un business, faut rembourser les frais et tout ça. Mais si avec vous ils considèrent qu'ils prennent n'importe quel risque, même un tout petit peu, voilà, s'ils disent ah là ça peut être un problème, même si t'es Baudelaire réincarné, non, ce sera niet, ce sera au revoir monsieur. La maison veut capitaliser sur ses ventes auprès de leur lectorat. C'est ça leur base de revenus. C'est ça la rivière dans laquelle ils vont pêcher. Et donc, s'ils disent que ça va pas le faire ou qu'il y aura des cas, ça va pas marcher. Si le lectorat il pense que ça va pas, ah ce livre-là, ils vont pas l'aimer, on va avoir beaucoup moins de ventes. Ça fait genre 2000, 3000 euros pour te financer, tout ça, et on pense qu'on va gagner genre 2002, 2003. Ah, c'est un peu bof, donc au revoir. C'est aussi simple que ça. On est malheureusement très très loin de l'idéal qu'on peut se faire du monde de la littérature, la poésie, la poursuite de l'aspect artistique, l'écriture, les poètes, les philosophes. Non, c'est d'abord le pognon. Honnêtement, c'est pas tant que c'est un problème pour moi, parce que je comprends, voilà, faut qu'ils remboursent les frais, ça coûte, voilà, je suis le premier, je fais des Kickstarter, des financements, des machins, mais je trouve ça un brin hypocrite des fois, parce que, enfin, je me souviens, il y a genre 20 ans, moi je disais, ah mon dieu, la littérature, c'est des penseurs, des gens qui réfléchissent, c'est intellectuel, c'est beau, c'est les émotions, c'est de l'art, gna gna gna, et en fait non, toute cette fantaisie, toute cette vision idéalisée, bah, c'est exactement comme les Japonais quand ils vont à Paris. Je sais pas si vous savez, mais au Japon, ils fantasment beaucoup Paris, et la France en général, mais surtout Paris. Ils pensent que c'est ultra romantique, c'est beau, il y a quelque chose de très charmant et très séduisant dedans pour eux. Et quand ils vont à Paris, en général, au bout d'un jour ou deux, ils sont en dépression totale. Et du coup, ils vont voir des psys qui sont spécialisés dans cette espèce de dépression française pour le public japonais. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai vécu moi avec le monde de la littérature. C'est là, on va y avoir plein d'artistes, plein de penseurs, on va discuter, on va échanger, ça va être, on va communiquer avec des lettres et des machins comme à l'époque. Voilà, mais bon, ça c'est moi. Et je précise encore une fois, je dis pas que toutes les maisons sont comme ça, hein. Pas du tout, il y en a plein qui sont très très bien, mais faut que vous sachiez que ça existe ça. Sinon, vous allez devenir comme les Japonais à Paris. Ensuite vient l'auto-édition, qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus... Il y a moins d'acteurs, donc c'est plus rapide d'expliquer. Parce que là, vous faites tout ce que vous voulez. Ou presque, hein, forcément, la loi, tout ça. Vous pouvez pas faire des romans d'apologie du moustachu des années 40. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Tout le monde s'en bat les steaks. Tu es le king de ton navire, voilà, le roi du monde comme Titanic. Du moment que tu te démerdes pour faire tes machins et les financer, et trouver des gens pour faire les trucs que toi tu peux pas faire toi-même, OSEF, total, 30 000%, vas-y gamin, fais ce que tu veux. C'est clair et net. Vous trouverez votre imprimeur, vous trouverez votre personne pour faire les couvertures et les dessins, vous trouverez votre personne pour faire les mises en page, vous trouverez votre personne pour les corrections, vous ferez la promotion tout seul, vous checkerez pour la disponibilité en boutique ou sur internet, vous checkerez pour être présent en salon, vous checkerez pour faire vous-même vos concours pour faire gagner des ouvrages, un truc que les maisons font très souvent, et plein d'autres trucs, mais vous le faites tout seul. Tu fais ce que tu veux, t'es rien à battre, mais voilà, tu te démerdes, c'est toi qui fais ton monde, voilà. Tu portes ton monde, ton projet, ton univers sur ton doigt toi tout seul, t'es la classe. Voilà. Ça a ses avantages, hein, clairement, vraiment clairement, mais ça a aussi des désavantages, clairement aussi si tu y réfléchis un tout petit peu. Et là découle
tout ce qu'on peut imaginer comme problème avec un truc où c'est toi qui fais ça tout seul et tu lances ton truc au monde. Le plus important, c'est la réputation que quelque chose comme ça peut avoir. L'auto-édition est considérée globalement, pas tout le monde, hein, mais dans l'ensemble, c'est le cliché, l'image stéréotypée qui ressort, c'est un monde de sous-compétents. C'est-à-dire que c'est un peu genre des amateurs, c'est des artistes qui ne sont pas assez doués pour aller dans le monde normal, traditionnel, les maisons d'édition, les boîtes de jeux vidéo, etc. De tout le monde de la profession en général qui touche au monde du bouquin. Si t'es pas dans une maison d'édition, en général, c'est que t'as foiré quelque part et que tu manques de compétences. C'est le cliché. Je dois admettre moi-même que je corresponds partiellement à cette définition, vu que j'ai essayé, moi, d'aller dans les maisons d'édition. J'en ai contacté 10, 15, je sais plus. Et ça a rien donné. On n'a pas voulu de moi, donc j'ai préféré mettre ça de côté et dire allez vous faire foutre. Moi, je vais faire ma route en auto-édition. Au moins, ce sera sorti. J'attendrai pas 3 ans pour avoir une réponse où des gens disaient ouais, non, faut fusionner des personnages et les dessins, gna gna gna. Voilà, c'est plus facile l'auto-édition. Mais c'est absolument pas par manque de compétences, parce que je suis entouré de professionnels, moi, dans mon cas. Dessinateurs bossent dans des boîtes de jeux vidéo, ils ont leur truc, ils vivent avec leur art, enfin, voilà. Maquettiste, elle a bossé dans une maison d'édition, elle est auteure elle-même. La correctrice, elle travaille dans des maisons d'édition, enfin, elle a de l'expérience, elle est parfois consultante ou des choses comme ça. Mon bouquin est fait avec soin, c'est un objet livre, c'est une œuvre d'art, et quand je dis œuvre d'art, c'est pas de truc prétentieux, c'est juste que voilà, c'est une œuvre artistique que j'ai créée avec des personnes compétentes, professionnelles, avec respecter toutes les conventions, les machins, les trucs, et ça a coûté du fric pour le faire, donc c'est exactement comme les maisons d'édition. Et c'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément le cas de tout le monde dans l'auto-édition. Il faut reconnaître un certain amateurisme parfois qui est cultivé, c'est-à-dire une attitude un peu nonchalante envers la chose. Voilà, c'est pas super pris au sérieux, c'est pas super important, faut pas fournir trop d'efforts. C'est relatif à chacun, certainement. Voilà, c'est quelque chose. Chacun met son truc, vu que c'est le principe de l'auto-édition, c'est toi qui fais ton projet, donc tu décides de l'intensité, de si c'est important, si c'est blablabla. Donc c'est cas par cas, c'est chaque personne a sa recette, on va dire. Mais globalement, dans l'ensemble, il y a cette image très péjorative que c'est des personnes pas professionnelles. On se focalise en fait sur ces gens qui prennent les choses un peu par-dessus la jambe. Voilà, ils ont écrit leur bouquin, c'est un loisir, ils voulaient le faire, mais ils n'ont pas la vocation à être auteur ou à bosser dessus ou je sais pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même observé. Je me suis dit vraiment une ou deux fois, ah oui, j'avoue, quand je vois ça, je comprends la réputation, gna gna gna. Et c'est vrai que le problème, c'est que c'est à la peau dure et que les gens restent là-dessus. Mais bon, ça, faire changer les idées, c'est compliqué. Donc voilà, vient enfin les jeunes pousses dans l'équation. Et pour moi, l'initiative que Lou a créée, c'est une excellente solution. Ça unit le monde de l'édition et le monde de l'auto-édition. Et je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est donc la librairie des jeunes pousses? C'est une librairie en ligne, une espèce de collectif si vous voulez, mais quand je dis collectif, c'est un groupe de gens qui se rassemblent et qui forment en fait l'équipe des auteurs présentés dans la librairie. Et ça réunit tous des auteurs indépendants sous une même enseigne. La librairie est à la fois métaphorique, dans le genre, voilà, c'est une institution pour dire, voilà, on est une librairie, mais c'est aussi concret parce qu'ils ont un site internet, ils ont une présence sur les salons, et plein d'autres choses. La librairie existe réellement. Tu peux acheter les bouquins là-bas, et tout ce qui va avec. Et tout le monde n'entre pas dans un moulin. Il y a une sélection au préalable. Donc vous pouvez vous assurer que vous trouverez là-bas des ouvrages qui ont été validés par le comité de lecture, on va dire ça comme ça. Parce que je sais que Lou a quelques personnes qui bossent avec elle, genre lis ça, vérifie que c'est ok, qu'il n'y a pas de saloperie. Donc vous n'aurez pas de livre avec 20 fautes par page, vous n'aurez pas une mise en page dégueulasse où tout est de travers et les mots sont écrits les uns sur les autres. Vous n'aurez pas d'apologie du terrorisme ou qu'est-ce que je sais encore. Non, non, on parle vraiment d'un truc sérieux pour justement une nouvelle fois dire que l'auto-édition, c'est pas un truc où il y a tout et n'importe quoi et on s'en fout. La librairie aussi, le but c'est que ça rassemble les auteurs et les lecteurs en fait. C'est mettre en avant les auteurs qui sont au centre des romans, du monde de la littérature et l'écriture. Et tout l'argent que gagne la librairie des jeunes pousses sur chaque vente, ça va en fait dans le truc des jeunes pousses. C'est une espèce d'ASBL, il n'y a pas de profit réellement. C'est... On gagne des sous, tiens, on va aller à tel salon que ça coûte un peu cher, mais voilà, je sais que c'est un salon où tout le monde ne sera pas forcément accepté en tant qu'auteur indépendant, donc on y va avec la librairie. C'est merveilleux, non? Parce que ça, c'est un truc que les gens, ça arrive, je le dis, et les gens me croient pas, il y a pas mal de salons qui refusent des auto-édités. Donc par exemple, le salon du livre de Mons, je suis pas sûr que j'aurais pu avoir ma place là-bas.
Je dirais 70-30, 70 non, 30 oui, parce que des fois ils font quand même des trucs pour mettre en avant un petit peu l'auto-édition, dire genre voilà ça existe, mais c'est vrai qu'ils mettent d'abord les maisons d'édition d'abord. Et je sais qu'il y a un salon qui a refusé une fois la librairie au motif qu'il fallait protéger la chaîne du livre. On va terminer là-dessus. La fameuse chaîne du livre, donc, ou circuit du livre, ça dépend. En fait, c'est donc le chemin que prend un livre entre sa conception et sa vente. Donc il y a l'imprimeur, le diffuseur, la maison d'édition, la librairie, l'auteur, le livreur et tous les autres petits acteurs qu'il y a. C'est une expression pour symboliser toutes les différentes mains qui viennent interagir avec l'objet livre pour sa conception, en théorie. Et encore une fois, en théorie, l'auto-édition vient briser cela et voler le travail et les parts de marché de certains acteurs qu'il y a dedans. Je peux pas m'empêcher de pas mettre le gif de South Park. Alors d'abord le fric il a foutu le camp et maintenant moi et les gars on est tous au chôme du. Ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail. Volent notre travail. Nous le volent. Il est indéniable que la façon de procéder est différente, mais c'est pas par manque de volonté de participer à ce fameux circuit du livre. Des gens bossent, ils sont payés. Normal. C'est juste que dans le monde de l'auto-édition, de nombreux acteurs du circuit du livre, bah en fait c'est nous. Voilà, c'est... c'est tout. Il y a des auteurs, par exemple, ils font leur couverture eux-mêmes, ils font la correction eux-mêmes, ils font la mise en page eux-mêmes, ils font la diffusion, donc aller chez les librairies dire bonjour, voilà, j'ai écrit un bouquin, est-ce que vous pouvez le mettre en vente, tout ça. En général, c'est pas forcément par manque de vouloir participer, d'être dans les maisons d'édition, hein. Justement, il y a un certain nombre de gens significatifs qui ont voulu aller dans les maisons d'édition, ça n'a pas voulu, donc bah ils vont en auto-édition pour faire vivre leur truc. Et moi je trouve que justement une initiative comme celle de Lou et des Jeunes Pousses, bah, c'est génial parce qu'en plus ils font des recueils de nouvelles ou des histoires pour certains événements. Ici je sais que pour le Ulule ils avaient fait un recueil aussi où bah, justement ils vont dans des gros salons où on peut pas forcément y aller parce qu'oubliez pas les salons ça coûte super cher. Et des fois on est juste refusé même si voilà tiens j'ai 30 000 euros. Non mais on veut pas de toi. Okay. Donc non les Jeunes Pousses c'est juste mettre en avant les auteurs. Lou et les gens qui s'occupent des Jeunes Pousses, ils font tout pour que les gens soient bien. Genre, va, t'es accueilli, t'es machin, t'es tout ça. Salut, viens, voilà, café, bisous, on t'installe. T'as un petit peu de mal, c'est lourd les boîtes dans les escaliers, on va te donner un coup de main. Enfin, c'est une super ambiance. Moi, j'y suis allé, c'était. Enfin, j'étais super nerveux parce que je connaissais personne. Ah mon dieu, c'est le premier salon que j'ai fait sans être dans mon truc habituel tout seul. Donc je l'ai fait avec des gens. Oh mon dieu, je me balançais. Et c'est le gros barbu métalleux là, qu'en fait il flippait sa race. Oh hell no. Non, Lou est adorable et encore merci pour elle, vraiment. Et ouais, c'est juste mettre les acteurs centraux au centre du projet livre, de l'objet livre. Et ces acteurs centraux, bah, c'est les auteurs. C'est comme ça que ça devait être, non? Vous trouvez pas ça? C'est les auteurs qui écrivent, non? Ah bref. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.